Bonjour. Dans cette capsule DBA, donc nous allons définir et souligner les acquis d'apprentissage du chapitre 5, donc déplacement des données. Donc l'objectif de cette capsule, c'est de définir les deux utilitaires, donc Oracle Datapump et Oracle SQL Loader. Identifier bien sûr les fichiers, donc input et output des deux outils. Donc quel prérequis bien sûr est nécessaire donc pour l'export et l'import des données. Comment lancer par la suite un export et un import. Comment définir également au niveau donc de l'utilitaire SQL Loader le fichier de contrôle et comment exécuter donc l'SQL Loader. Donc ça, c'est les objectifs qu'on va essayer donc, de souligner tout au long de cette capsule. Donc en fait, on est affronté à deux problématiques. Donc la première problématique, c'est comment faire l'export et l'import au niveau donc, de la base de données Oracle. Donc c'est le rôle donc, du premier utilitaire Oracle Datapump. Et donc la deuxième problématique, donc c'est comment charger des données à partir d'un fichier plat vers donc un objet donc de la base de données. Donc c'est le rôle en fait de l'utilitaire SQL Loader. Donc on va commencer par le premier utilitaire, à savoir Oracle Datapump. Alors donc Oracle Datapump, c'est aussi un utilitaire donc qui nécessite bien évidemment un répertoire dans lequel donc on va exporter des fichiers ou on va récupérer des fichiers pour faire de l'import. Donc la première étape ou le premier prérequis en fait pour l'utilitaire Datapump, c'est la création en fait d'un répertoire logique qui fait référence bien sûr à un répertoire physique. Donc bien évidemment ceci va être fait par un utilisateur, donc on va voir comment créer un répertoire et quelles sont les étapes aussi nécessaires et qu'est-ce qu'il faut faire également, quels sont les privilèges qu'il faut attribuer. Donc je vais commencer par présenter les modes d'export et d'import via l'utilitaire Datapump. Donc il existe 4 modes d'export et d'import. Donc il y a le full export, donc là si on va exporter en fait tous les schémas de notre base de données, donc on va faire un export complet. Donc bien sûr on peut exporter un schéma en metadata seulement, donc on parle dans ce cas d'export de schema. Donc également on peut faire un export d'un objet bien spécifique, donc par exemple donc une table, et on peut exporter aussi une structure logique, un table space. Alors donc les fichiers qui peuvent être générés via l'utilitaire Datapump, donc on peut trouver 3 types de fichiers différents. Donc un fichier SQL qui contient bien évidemment les instructions LDD de création des objets, donc ce fichier peut être créé lors de l'import. Donc un fichier dump qui contient les données exportées, donc le fichier il est créé lors de l'export et il va être utilisé pendant l'import pour créer donc soit le schéma ou pour faire l'import des données. Et un fichier log qui contient tout simplement donc la journalisation d'historique de l'exécution des différentes requêtes donc de Datapump. Alors donc donc pas n'importe quel utilisateur bien évidemment peut exécuter donc l'utilitaire Datapump, donc il faut qu'il ait au moins le privilège donc d'export et d'import. Donc pour faire de l'export il lui faut le privilège EXP Full Database et pour faire l'import donc il lui faut le privilège IMP Full Database. Bien évidemment un utilisateur ayant le rôle DBA il a implicitement donc les deux privilèges d'export et d'import. Donc ça c'est un prérequis indispensable pour lancer donc les deux commandes EXPDP et IMPDP. Donc au niveau de ces slides, on est en train de détailler les paramètres qui existent au niveau des deux commandes EXPDP et IMPDP. Donc parmi les paramètres les plus importants, donc lors de l'export, on peut spécifier donc le paramètre content qui permet de spécifier qu'est-ce qu'on va réellement exporter. Donc est-ce qu'on va exporter les données seulement, donc dans ce cas on spécifie data only, ou on va exporter la structure logique seulement, donc on spécifie metadata only. Donc sinon, si on veut exporter les deux, donc structure logique plus données, donc on écrit all, qui est en fait donc l'option par défaut si on ne met pas le paramètre content. Bien évidemment, on a dit le répertoire, il est obligatoire pour spécifier bien sûr où les données vont être créées. Sinon, bien sûr, il faut savoir qu'il y a
un répertoire par défaut existant et défini au niveau du serveur. Donc sinon, si on veut spécifier un autre répertoire, donc on n'a qu'à ajouter donc le directory. Donc dump file maintenant permet de spécifier le fichier dump à partir qui va être généré donc au moment de l'export. Donc si on n'écrit pas ce paramètre, bien évidemment, le fichier il aura un nom par défaut. Donc tables également, c'est un paramètre qu'on peut spécifier si on veut exporter une table bien spécifique, etc. Donc il y a plusieurs paramètres qu'on peut ajouter. Pour l'import également, donc on peut ajouter donc différents paramètres, donc y compris bien évidemment le fichier dump à partir duquel on va faire donc l'import, le répertoire à partir duquel on va lire le fichier et qu'est-ce qu'on va importer, est-ce que data, metadata ou les deux. On peut spécifier bien sûr également la clause table si on va récupérer à partir d'un fichier dump quelques objets et non pas tous les objets. Alors donc ça c'est un exemple donc d'export et d'import. Donc la première étape, si vous vous rappelez, on a dit donc d'attribuer les privilèges nécessaires à l'utilisateur qui va lancer soit l'opération d'import ou d'export, donc via la commande grind bien évidemment. La création de répertoire se fait via creator replace directory. Et bien évidemment, donc il faut donner le droit de lecture et d'écriture. Donc sur ce dossier à l'utilisateur qui lancera donc cette opération. Alors on va essayer de présenter un exemple. Alors donc ça c'est l'exemple qui existe au niveau du TP6 si vous vous rappelez. Donc le TP que vous avez corrigé en classe. Donc la première étape, si vous vous rappelez, on a créé des utilisateurs. Donc on leur attribue bien évidemment donc un login, un mot de passe et un quota pour pouvoir créer des objets. Donc l'utilisateur nécessite d'avoir donc une session, donc le droit de créer et se connecter au serveur, donc de créer aussi une table et de faire un export et un import. Donc par la suite, on s'est connecté avec un utilisateur et on a exécuté un ensemble d'instructions parmi lesquelles donc des opérations d'insertion. Donc la création de répertoire, elle est indispensable. Donc on peut également, si vous voulez, lister les répertoires existants sur le serveur. Donc bien sûr en se connectant avec le compte 6. Donc je peux faire select directory name from donc all directories. Alors, donc là, on aura les répertoires logiques qui sont créés, bien sûr, au niveau du serveur. Donc, si on veut afficher, si vous voulez, aussi leur emplacement physique, on ajoute donc directory path. Donc, il va vous spécifier, en fait, l'emplacement physique relatif à ce répertoire logique. Alors donc il n'est pas suffisant de créer juste le répertoire, il faut donner le droit de lecture et d'écriture à l'utilisateur qui lancera les opérations d'import et d'export. Alors pour lancer bien sûr un export, donc il faut se positionner au niveau de l'emplacement physique du serveur en exécutant host. Alors donc il va vous positionner au niveau de l'emplacement bin. Donc pourquoi il vous positionne ici? Donc si on vérifie en fait cet emplacement, on va trouver que tout simplement, en fait, c'est l'emplacement où les utilitaires existent par défaut. Donc il y a le premier utilitaire EXPDP, vous voyez, donc là c'est une application, donc un binaire qui est exécutable. Et il y a également donc l'IMPDP, donc qui est une application binaire, et donc, par la même occasion, donc je vous montre SQL Loader.
SQL LDR, donc qui est l'utilitaire utilisé pour donc le chargement des données. Alors par la suite, il suffit d'écrire donc la commande. Pour lancer un export, on écrit UXPDP, donc le nom de l'application ou l'utilitaire d'export, donc suivi par l'utilisateur qui va lancer l'export, donc bien sûr l'utilisateur son login et son mot de passe, le répertoire donc au niveau duquel on va créer le fichier dump et le nom du fichier bien sûr qu'on veut créer. Donc là, le fichier qui va être créé lors de cet export, donc il est nommé donc user1. Alors, donc pour faire l'import maintenant, donc par exemple, pour faire l'import de l'utilisateur user1 vers l'utilisateur user1, donc on suppose que l'utilisateur user1 il a supprimé par erreur une table qui est la table test1. Donc pour récupérer cette table, donc il suffit juste de lancer une opération d'import. Donc l'opération de l'import via l'utilitaire IMPDP. Donc en spécifiant le nom d'utilisateur, le mot de passe, le répertoire à partir duquel il va lire le fichier. Quel est le fichier qu'il va bien sûr lire? Il y a le fichier user1 donc, qui a été généré lors de l'opération d'export. Et bien sûr, user1, il n'avait pas que la table test1. Si vous vous rappelez, donc il a la table test1 et test2. Donc, et nous, on veut tout simplement faire l'import de la table test1. Donc, on a ajouté le paramètre tables égale test1. Donc maintenant, si on va faire un import vers un autre utilisateur, c'est-à-dire on va changer de schema. Donc là, ce qui est différent au niveau de la syntaxe, donc si vous regardez, donc au niveau de l'import, on a spécifié l'utilisateur qui va lancer, donc là, c'est user2 qui va lancer donc l'import. Le content, par exemple, si on veut récupérer juste la structure logique des données, donc il faut spécifier metadata only. Donc là, ce qu'on a fait ici, donc on n'a pas spécifié content, donc c'est par défaut all, c'est-à-dire il va récupérer et faire l'import des metadata plus data. Donc le répertoire à partir duquel on va lire, donc c'est directory Oracle. Le dump file qu'on va utiliser au niveau de l'import, c'est encore le même dump file généré au niveau de l'opération d'export. Et ce qu'on va récupérer, donc c'est la table test1 qui est réellement propriétaire par user1. Donc il faut précéder le nom de l'objet par son propriétaire, son schema, si celui qui a lancé l'import, ce n'est pas l'utilisateur propriétaire. Donc là, si vous remarquez, on n'a pas mis user1. Pourquoi? Parce que c'est user1 qui a lancé l'import. Donc, le paramètre aussi important, si on va faire un import d'un schema vers un autre schema, c'est le remap schema. Donc, réellement, qu'est-ce qu'il fait? Donc, il va changer en fait la valeur de user1 au niveau du dump par la valeur de user2 et il va créer en fait la table test1 au niveau du nouveau schema qui est donc l'utilisateur user2. Donc ça, c'est des exemples d'export et d'import. Donc bien sûr qu'il faut exécuter donc, au niveau de l'emplacement physique du serveur en ayant accès aux deux utilitaires, donc Oracle Data Pump, IMP Data Pump et EXP Data Pump. Donc pour résumer, pour la première partie, donc pour lancer un export et un import, un utilisateur devrait avoir les privilèges nécessaires, EXP Full Database et IMP Full Database. Il est important également d'avoir un répertoire, si on veut changer par rapport au répertoire par défaut du serveur, en donnant le droit de lecture et d'écriture aux utilisateurs concernés. Et par la suite, donc il faut savoir qu'un export, il est par défaut donc full, c'est-à-dire il va lancer l'export donc du schéma complet, bien sûr, donc dans le répertoire par défaut et avec un content égal à all et tous les objets. Donc si on veut spécifier donc les paramètres, donc il faut écrire explicitement les paramètres donc au niveau de la commande lancée au niveau de l'emplacement physique du serveur. Donc là, on va passer à la deuxième partie, donc à savoir bien sûr l'SQL Loader. Donc l'SQL Loader, si vous vous rappelez, on a dit on l'utilise pour charger des données, donc à partir d'un fichier plat. Donc les données, bien sûr, ils vont être chargées dans un objet. Alors, donc l'SQL Loader, en fait, qu'est-ce qu'il va avoir comme input?
Donc, on va essayer d'écrire donc les instructions nécessaires dans un fichier qu'on appelle un control file. Bien sûr, les données ils vont être lues à partir d'un autre fichier plat, donc qui est en fait l'input data file. Donc, ça peut être un ou plusieurs fichiers, bien évidemment. Donc, l'SQL Loader, une fois lancé, donc qu'est-ce qu'il va générer comme type de fichier et qu'est-ce qu'il va faire comme traitement. Donc, le traitement, il va faire des insertions dans un objet bien spécifique, voilà, dans des objets bien spécifiques, et il va générer trois types de fichiers donc différents, à savoir donc le log file. Donc, si vous vous rappelez, donc là, c'est exactement comme le data pump, donc ça contient en fait l'historique de l'exécution du job, de la commande qui a été affichée au niveau de vos écrans, et bien évidemment s'il y a des erreurs, donc il y aura les détails sur les erreurs générées. Un discrete file, donc il va être généré, il est optionnel, donc s'il y a des lignes qui ont été écartées au niveau de la condition de chargement, donc ces lignes-là, ils vont être écrits au niveau des fichiers discard. Donc sinon, il y a également un troisième type de fichier, bat file, donc qui peut être généré si on a en fait des lignes qui ont été rejetées suite à une contrainte d'intégrité. Donc par exemple, une clé primaire déjà existante dans la table, donc on ne peut pas réellement charger cette ligne puisqu'elle ne respecte pas la contrainte d'intégrité clé primaire. Donc c'est une ligne rejetée, elle n'est pas écartée suite à une condition, mais elle est rejetée suite à une contrainte d'intégrité. Donc elle va être écrite plutôt dans un fichier qu'on appelle bat file. Donc ça c'est un résumé donc des entrées et des sorties, donc des inputs et outputs. Donc, de l'utilitaire SQL Loader. Alors, dans les différents slides de votre cours, bien sûr, vous avez un détail qui décrit tout simplement l'ensemble des fichiers et leur contenu. Donc, ça, c'est un exemple de control file. Donc, par exemple, on a un fichier emp.dat qui contient 2 lignes. Donc là, si vous remarquez au niveau de chaque ligne, donc on a 4 valeurs. Et les valeurs sont séparées par un point-virgule. Alors, là, on a 2 lignes à charger. Donc, qu'est-ce qu'il vous demande? Charger en fait le fichier emp.dat dans la table emp du schéma hasher. La table, de quoi elle est composée? De 4 colonnes. On suppose qu'elle a 4 colonnes. Donc, on va écrire, bien sûr, pour exécuter le chargement, le fichier de contrôle nécessaire. Donc, dans ce fichier, on va écrire ces lignes-là. Load data, donc c'est un mot-clé qui permet de spécifier qu'on va charger des données. Infile pour introduire le fichier à partir duquel on va, bien sûr, charger les données. Donc là, on peut écrire, bien sûr, un full path où on écrit tout simplement le nom du fichier. Mais lors de l'exécution de la requête SQL Loader, il faut se positionner dans l'emplacement du fichier. Alors, into table et on spécifie le nom de la table. Alors, donc là, on peut spécifier une opération insert, si la table, bien sûr, donc on va juste insérer une donnée. Donc, replace, donc s'il y a une ligne déjà existante, on va l'écraser, la remplacer. Untruncate, donc ça permet de vider la table et la recharger par des données. Et append, donc on va ajouter à la fin, donc si la table, elle contient déjà des données, donc on utilise append pour ajouter des lignes à la fin. Donc, field terminated by, donc cette option on l'ajoute si on a bien sûr un séparateur entre les différentes valeurs des colonnes. Donc là on ajoute field terminated by et option included by, donc ça c'est pour dire qu'il y a optionnellement des chaînes de caractères qui sont entre double cotes. Donc là ça ne fait pas partie en fait réellement du contenu de l'attribut. Et on spécifie dans l'ordre, bien sûr, les noms des attributs de la table dans laquelle on va injecter une par une les différentes valeurs et les différentes lignes et enregistrements existants dans la table, dans le fichier. Bien sûr, pour charger et exécuter bien sûr la commande SQL Loader, donc on va se positionner comme on l'a fait data pump au niveau de l'emplacement physique du serveur en exécutant la commande host et par la suite on exécute SQL LDR en spécifiant l'utilisateur et son mot de passe, bien évidemment, et le nom du fichier de contrôle qu'on va exécuter. Donc, on va donner en entrée
bien sûr, pour donc charger les données. Donc log file, bat file, discard file, on peut les écrire au niveau de la commande, mais ce n'est pas nécessaire. Donc on peut les écrire directement dans le fichier de contrôle. Alors, donc je vous montre également quelques corrections qu'on a fait normalement au niveau donc, du TP6. Alors, donc si vous vous rappelez, on a chargé une table artiste, donc via un fichier artiste.txt. Donc là, c'était le contenu du fichier donc, de contrôle. Donc là, on a spécifié dans le fichier de contrôle donc les noms des fichiers batfile, discardFile. Donc au lieu de les mettre au niveau de la requête, c'est possible de les écrire au niveau du fichier. Donc insert into, donc là on a dit donc c'est possible d'ajouter une condition de chargement. Donc là au niveau de l'exemple du cours il n'y a pas une condition de chargement, mais là au niveau donc du TP il y avait une condition de chargement. Le premier caractère il faut que ça soit un 0, donc c'est les lignes qui commencent par 0. On a dit pour extraire à partir du fichier on peut écrire l'indice du début et l'indice de fin, ou on écrit tout simplement si c'est un seul caractère, donc when 1. Donc on permet de tester sur le premier caractère. Donc ici dans artiste.txt aussi les colonnes sont séparées par une virgule, et par la suite on va injecter directement dans les colonnes correspondantes et dans l'ordre de la table artiste. Alors donc ça c'est le premier exemple qu'on a fait, et par la suite on a lancé la commande SQL loader donc au niveau de l'emplacement physique du serveur. Le deuxième exemple, c'était par rapport à une autre table, donc Modified Data qu'on a créée auparavant. Et on a créé une séquence, donc il vous dit que la première colonne recNO, elle est alimentée par une séquence, donc c'est une valeur auto-increment qui existe donc au niveau donc, du serveur. Et par la suite, on est amené à écrire le fichier de contrôle. Alors donc là bien sûr toujours on spécifie load data in file, donc le fichier à partir duquel donc on va lancer le chargement, on va récupérer les données. Donc on peut spécifier bat file, discard file. Donc on a spécifié append, donc on prend en considération que la table elle contient auparavant des lignes, donc on va ajouter des lignes à la fin. Donc si la table elle est vide on peut écrire insert. Alors into table modified data. Donc il n'y a pas de séparateur, à la différence des autres exemples. Au niveau du fichier emp.date, donc les données sont collées. Donc il n'y a aucun séparateur entre les colonnes. Donc pour ce faire, il faut faire une extraction en indiquant la position à partir de laquelle on va extraire, et la position de fin, donc relatif à chacune de parties qu'on va récupérer à partir du fichier. Donc, recNO, c'était une colonne, donc on va incrémenter à partir de la séquence. Donc, on a écrit le nom de la séquence .nextval pour générer une valeur à partir de la séquence. Région, c'était une valeur constante, donc on a défini constant 31. Load data, donc c'était la date de chargement. Donc, on a utilisé donc la fonction toDate pour récupérer la date système d'une manière automatique. Et pour récupérer par la suite les données à partir du fichier, on a utilisé le mot-clé position en spécifiant à chaque fois l'indice de début et l'indice de fin qui nous permet de récupérer la valeur indiquée pour les colonnes, donc data 1, data 2 et data 3. Ce qui est nouveau au niveau de ce chargement, c'est qu'on peut apporter des transformations aux données, c'est-à-dire on récupère à partir du fichier et après on applique des transformations. Pour ce faire, donc il faut utiliser les valeurs bind. Donc les deux points et c'est-à-dire que la valeur dynamique récupérée du fichier, on va lui appliquer donc une fonction de transformation. Par la suite, on va l'injecter au niveau donc de la table. Donc à chaque fois, on est amené à faire une transformation. Donc il faut spécifier donc via les deux points nom d'attribut la fonction bien sûr de transformation nécessaire. Donc dans le cas ici, il fallait faire une conversion en majuscule de la valeur récupérée à partir du fichier. Donc dans la troisième par exemple, donc c'était une date et on a récupéré donc une valeur chaîne de caractères. Donc on l'a convertie donc chaîne en date via la fonction toDate en spécifiant le format de la chaîne écrite au niveau du fichier. Donc ça c'était le contenu donc du fichier emp.ctl pour le chargement donc des données à partir de emp.data. Donc bien évidemment par la suite donc il faut exécuter la commande SQL loader donc sous l'emplacement physique donc du serveur que je vous ai montré tout à l'heure.
en se positionnant bien évidemment, si nécessaire, au niveau de l'emplacement du fichier de contrôle, donc, et aussi des données. Donc là, c'était en fait un résumé par rapport à ce que vous avez vu donc, au niveau donc, du chapitre 5, déplacement des données, et plus précisément sur les deux utilitaires Oracle Data Pump donc, pour l'export et l'import des données, et Oracle SQL Loader donc, pour le chargement des données au niveau de la base. Donc je vous remercie pour votre attention et bon courage.